Avez-vous déjà eu l'impression de porter un poids invisible sur les épaules sans vraiment savoir d'où il vient? Ce sentiment sourd qui s'installe au réveil, qui teinte chaque moment de gris et qui vous murmure que les choses ne s'amélioreront jamais. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, sachez une chose essentielle. Vous n'êtes pas seul. La dépression et l'anxiété ne sont pas des signes de faiblesse. Ce ne sont pas des défauts de caractère ni des failles dans votre personnalité. Ce sont des schémas de pensée qui se sont installés si profondément qu'ils ont fini par ressembler à la réalité. Et c'est précisément ce que le docteur David Burns est venu démystifier dans son œuvre magistrale « Se sentir bien, une nouvelle thérapie de l'humeur ». Ce livre n'est pas un ouvrage de développement personnel comme les autres, c'est une révolution silencieuse. Depuis sa première publication, il s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde entier et a été classé numéro 1 par les professionnels de la santé mentale parmi les livres de référence sur la dépression. Ce succès phénoménal n'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'il fonctionne vraiment. Psychiatre renommé et professeur à l'université de Stanford, David Burns s'appuie sur les fondements de la thérapie cognitive comportementale pour vous offrir quelque chose de rare, des outils concrets, scientifiquement prouvés, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour transformer votre façon de penser et donc votre façon de ressentir. Dans ce résumé, nous allons parcourir ensemble les idées les plus puissantes de ce livre, chapitre après chapitre, pour que vous repartiez avec une vision nouvelle de vous-même et de vos émotions. Si ces mots résonnent en vous, si vous cherchez une voie qui vous accompagne dans votre chemin vers la clarté et la paix intérieure, alors rejoignez la famille Bibliovoix dès maintenant, parce que chaque livre que nous partageons ici est une main tendue vers une version plus libre de vous-même. Une percée dans le traitement des troubles de l'humeur. Pendant des siècles, la dépression a été considérée comme un mystère insondable. Les traitements traditionnels, longues années de psychanalyse, médicaments aux effets incertains, offraient des résultats lents et souvent décevants. Les patients attendaient des mois, parfois des années, avant de percevoir le moindre changement. Puis, quelque chose de fondamental a basculé. Dans les années 1970, le docteur Aaron Beck, à l'Université de Pennsylvanie, formule une hypothèse qui allait transformer la psychiatrie moderne. La dépression n'est pas une fatalité chimique ou un mystère psychologique inaccessible. Elle est, en grande partie, le produit de notre façon de penser. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous déprime, mais ce que nous nous disons sur ce qui nous arrive. Cette distinction, aussi simple qu'elle paraisse, représente une révolution absolue dans la compréhension de la souffrance humaine. C'est sur cette fondation que David Burns construit son approche. Il démontre que nos émotions sont précédées par des pensées et que ces pensées peuvent être identifiées, examinées et transformées. Contrairement à la croyance populaire, vous n'êtes pas condamné à subir vos états d'âme. Vous pouvez apprendre à les influencer activement, avec méthode et régularité. Les études cliniques menées par l'équipe de Pennsylvanie ont confirmé ce que Burns observait en cabinet. Les patients qui appliquaient les techniques de la thérapie cognitive voyaient leur état s'améliorer significativement en quelques semaines seulement, là où les approches conventionnelles nécessitaient des années d'efforts. Ce chapitre pose donc les bases de tout ce qui suit. Il installe une conviction essentielle que Burns veut ancrer dès le départ dans l'esprit du lecteur. La dépression est une maladie traitable, pas une identité permanente. Et le changement, aussi lointain qu'il puisse paraître, est non seulement possible, il est à votre portée. Comment diagnostiquer votre humeur? La première étape vers la guérison. Nous traversons tous des périodes difficiles, mais combien d'entre nous s'arrêtent vraiment pour se demander ce qu'ils ressentent avec précision? La plupart du temps, nous nous contentons de dire « je ne vais pas bien » ou « je suis fatigué », sans aller plus loin. Pourtant, Burns affirme avec conviction que vous ne pouvez pas soigner ce que vous ne comprenez pas. Et comprendre commence par mesurer. Dans ce chapitre, Burns introduit un outil simple mais remarquablement efficace. Le test de dépression de Burns. Une série de questions ciblées qui permettent d'évaluer avec précision l'intensité de votre état émotionnel. Cet outil n'a pas vocation à remplacer un diagnostic médical professionnel, mais il offre quelque chose d'infiniment précieux. Une photographie objective de votre humeur à un instant donné, loin des brumes subjectives dans lesquelles nous nous perdons souvent. Ce que révèle ce chapitre est particulièrement éclairant.
La dépression ne se manifeste pas de la même façon chez tout le monde. Certains la vivent physiquement, à travers l'épuisement chronique, les troubles du sommeil ou la perte d'appétit. D'autres la ressentent mentalement, avec des pensées envahissantes de désespoir et d'inutilité. D'autres encore la traduisent en comportement d'isolement et de retrait progressif du monde. Identifier précisément quel visage porte votre souffrance est une étape décisive pour choisir les bons outils. Burns insiste également sur l'importance de répéter cet exercice régulièrement tout au long du processus de guérison. Car l'un des pièges les plus cruels de la dépression est de vous faire croire que rien ne change, même quand des progrès réels sont en cours. Avoir des mesures concrètes entre les mains devient alors une encre précieuse contre le mensonge du désespoir. La leçon fondamentale de ce chapitre est d'une clarté désarmante. Regarder sa souffrance en face, avec honnêteté et sans jugement, n'est pas un acte de faiblesse. C'est le premier et le plus courageux des pas vers la lumière. Comprendre votre humeur. Vous ressentez ce que vous pensez. Imaginez deux personnes qui vivent exactement le même événement. Un échec professionnel, une rupture, une critique publique. L'une s'effondre pendant des semaines, l'autre rebondit en quelques jours. Qu'est-ce qui les différencie ? Ni la chance, ni la force de caractère innée. La différence réside dans ce que chacune se raconte sur cet événement. Et c'est précisément le cœur de ce chapitre. Burns s'attaque ici à une croyance profondément ancrée en chacun de nous, l'idée que les événements extérieurs causent directement nos émotions. Nous pensons naturellement que nous sommes tristes parce qu'une mauvaise chose s'est produite. Mais la vérité scientifique est bien plus nuancée. Entre l'événement et l'émotion, il existe toujours un intermédiaire invisible, la pensée. Et c'est cette pensée, souvent automatique et inconsciente, qui détermine réellement ce que vous ressentez. Burns introduit dans ce chapitre le concept des pensées automatiques, ces éclairs mentaux qui surgissent sans invitation et qui semblent tellement évidents qu'on ne songe jamais à les remettre en question. Un ami ne répond pas à votre message et instantanément, votre esprit conclut « il me rejette » ou « je ne compte pas pour lui », sans envisager une seule seconde qu'il soit simplement occupé. Ces pensées arrivent si vite et avec une telle certitude apparente qu'elles passent pour des vérités absolues alors qu'elles ne sont que des interprétations parmi d'autres. La première compétence que Burns vous invite à développer n'est pas encore de combattre ces pensées, mais simplement de les remarquer. Observer sans juger, identifier sans réagir. Car une pensée que vous avez repérée perd immédiatement une partie de son emprise sur vous. Il propose un exercice fondateur. Notez par écrit vos pensées négatives au moment où elles apparaissent, puis les interrogez avec 3 questions simples. Quel est le fondement réel de cette pensée ? Existe-t-il une autre interprétation possible ? Que dirais-je à un ami qui penserait ainsi ? La liberté intérieure commence précisément là, dans l'espace minuscule entre ce que vous pensez et ce que vous choisissez de croire. Commencez par construire l'estime de soi. Si vous demandiez à 100 personnes souffrant de dépression ce qu'elles ont en commun, une phrase reviendrait inlassablement sous différentes formes. « Je ne suis pas à la hauteur ». Ce sentiment profond d'insuffisance, cette conviction silencieuse d'être fondamentalement défectueux, est peut-être la blessure la plus répandue et la plus mal soignée de notre époque. Et c'est exactement ce que Burns choisit d'affronter dans ce chapitre avec une franchise et une précision qui font mal et qui libèrent. Burns commence par démolir un mythe tenace, celui qui associe l'estime de soi aux accomplissements. Nous avons grandi avec l'idée que notre valeur se mesure à nos réussites, que nous méritons le respect quand nous réussissons et que nous le perdons quand nous échouons. Cette équation séduisante est en réalité un piège redoutable, car elle transforme notre sentiment de valeur en otage permanent des circonstances extérieures, toujours instables et imprévisibles. La vérité que Burns défend avec force est celle-ci. Votre valeur en tant qu'être humain est intrinsèque et inaltérable. Elle ne s'additionne pas avec vos succès et ne se soustrait pas avec vos erreurs. Le problème n'est jamais votre valeur réelle, mais l'étalon injuste et faussé que vous utilisez pour vous évaluer. Il identifie l'un des pièges cognitifs les plus dévastateurs, qu'il nomme la pensée tout ou rien.
Cette tendance à vous percevoir soit comme parfaitement réussi, soit comme totalement raté, sans jamais accepter la richesse nuancée de la réalité. Une seule erreur devient la preuve irréfutable de votre incompétence globale. Un seul regard froid se transforme en rejet universel. L'outil pratique proposé est d'une élégante simplicité. Apprendre chaque jour à noter 3 choses que vous avez bien faites, aussi modestes soient-elles. Préparer un repas, écouter un ami, terminer une tâche repoussée depuis longtemps. Ces petites victoires, accumulées consciencieusement, construisent peu à peu une image de vous-même infiniment plus juste et plus bienveillante. La vraie estime de soi ne naît pas d'un triomphe éclatant. Elle naît de la décision quotidienne de cesser de vous juger avec une sévérité que vous n'infligeriez jamais à quelqu'un que vous aimez. La procrastination. Comment la vaincre? Il existe une image fausse et tenace de la personne déprimée, celle de quelqu'un qui pleure en permanence, prostré dans l'obscurité. Mais Burns révèle dans ce chapitre une vérité bien plus subtile et bien plus courante. La dépression se manifeste souvent non pas par les larmes, mais par l'arrêt. L'arrêt du travail, l'arrêt des loisirs, l'arrêt des relations sociales et parfois l'arrêt des gestes les plus élémentaires du quotidien. Cette paralysie n'est pas de la paresse au sens ordinaire du terme. C'est l'un des symptômes les plus insidieux et les plus mal compris de la dépression. La grande paradoxe que Burns met en lumière est celui-ci. L'inaction ne repose pas, elle aggrave. Plus vous vous arrêtez, plus vous offrez à votre esprit un espace vide que les pensées négatives s'empressent d'occuper. Les tâches non accomplies s'accumulent, le sentiment d'échec grandit et la conviction de ne plus être capable de rien se renforce jour après jour. Vous entrez alors dans une spirale redoutable où la dépression nourrit l'inaction et l'inaction nourrit la dépression. Burns renverse ensuite une idée reçue fondamentale. Nous croyons tous que la motivation précède l'action, qu'il faut d'abord avoir envie avant de faire. Burns démontre l'exact opposé. C'est l'action qui génère la motivation, jamais l'inverse. N'attendez pas de vous sentir prêt. Commencez et l'élan viendra naturellement. L'outil central de ce chapitre est ce que Burns appelle le programme d'activité graduée. Décomposez chaque tâche en étapes si petites qu'elles en deviennent impossibles à refuser. Le secret réside dans ce mot « petite », car la dépression transforme les tâches les plus simples en montagnes insurmontables. En réduisant chaque défi à sa plus simple expression, vous brisez le cycle de la paralysie et retrouvez progressivement confiance en votre capacité d'agir. La leçon essentielle de ce chapitre est bouleversante de simplicité. Vous n'avez pas besoin d'un grand élan pour changer votre vie. Vous avez besoin d'un seul petit pas, fait maintenant, qui prouve à votre esprit que vous êtes encore capable de bouger. Le judo verbal. Répondre aux critiques avec intelligence. Personne n'échappe à la critique. Qu'elle vienne d'un collègue, d'un proche, d'un inconnu sur Internet ou de cette voix intérieure qui ne se tait jamais vraiment, la critique fait partie intégrante de l'expérience humaine. Mais ce qui nous différencie profondément les uns des autres, ce n'est pas le fait d'être critiqué, c'est la façon dont nous recevons et traitons ces critiques. Et c'est précisément ce que Burns vous invite à transformer dans ce chapitre. Le choix du judo comme métaphore est délibéré et profondément juste. Dans cet art martial, vous n'opposez pas votre force à celle de l'adversaire, vous utilisez son élan pour le déséquilibrer. Face à la critique, Burns propose exactement la même philosophie. Ne vous défendez pas, ne contre-attaquez pas, n'effondrez pas non plus. Apprenez plutôt à accueillir la critique avec une intelligence qui retourne la situation en votre faveur. La première erreur que commettent la plupart des gens face à une critique est de réagir immédiatement, soit en s'effondrant, soit en attaquant. L'effondrement survient quand vous interprétez la critique comme une confirmation de votre manque de valeur. L'attaque surgit quand vous percevez la défense agressive comme une récupération de votre dignité. Dans les deux cas, vous perdez. Burns propose une technique qu'il nomme l'enquête empathique. Au lieu de rejeter ou d'absorber aveuglément la critique, commencez par demander des précisions. Que voulez-vous dire exactement? Pouvez-vous me donner un exemple concret? Ces questions simples créent un espace de réflexion précieux et révèlent souvent que la critique était moins sévère qu'elle n'y paraissait.
Ce chapitre aborde également la critique la plus destructrice de toutes, celle que vous vous infligez à vous-même. Cette voix intérieure impitoyable qui ne prend jamais de congé et qui juge chaque geste, chaque mot, chaque silence. Lui appliquer les mêmes outils du judo verbal, questionner, examiner, relativiser, est la compétence la plus libératrice que vous puissiez développer sur le chemin de votre équilibre intérieur. Vous sentez-vous en colère? Quel est votre quotient émotionnel? La colère est l'une des émotions les plus mal comprises de l'expérience humaine. Beaucoup pensent qu'exploser est sain, que ravaler sa colère est dangereux, et qu'une personne qui s'emporte facilement est simplement quelqu'un de passionné et d'authentique. Burns s'attaque frontalement à ces idées reçues dans ce chapitre avec des arguments scientifiques qui bousculent profondément nos convictions les plus ancrées sur cette émotion explosive. L'idée centrale que Burns développe ici est cohérente avec l'ensemble de son approche. La colère, comme toutes les émotions, n'est pas causée par les événements extérieurs, mais par l'interprétation que nous en faisons. Lorsqu'un collègue vous interrompt en réunion, ce n'est pas l'interruption elle-même qui allume la mèche, c'est la pensée instantanée qui surgit. Il me manque de respect, ou il cherche à m'humilier, qui transforme un simple incident en explosion émotionnelle. Burns introduit un concept particulièrement révélateur qu'il nomme les « devraits absolus ». Ce sont ces règles rigides et non négociées que nous imposons secrètement au monde et aux autres. Les gens devraient être justes, on devrait reconnaître mes efforts, les choses devraient se passer comme je le prévois. Quand la réalité, inévitablement, refuse de se plier à ces exigences, la colère éclate. Le problème ne réside pas dans un monde injuste, mais dans des attentes inflexibles qui transforment chaque déception en trahison personnelle. Ce qui distingue ce chapitre, c'est que Burns ne vous demande pas d'éliminer votre colère, ce qui serait aussi impossible qu'inutile. Il vous invite plutôt à développer une conscience plus fine de ce qui se passe en vous avant que la colère ne prenne le contrôle. La différence entre quelqu'un au quotient émotionnel élevé et quelqu'un qui en manque ne réside pas dans l'absence de colère, mais dans la capacité à l'observer avant d'y réagir. La question que Burns vous pose et qui résonne longtemps après la lecture est d'une simplicité redoutable. Votre colère vous sert-elle vraiment? Une colère qui ne mène ni à une solution, ni à un changement réel, est une énergie qui vous consume avant de toucher quoi que ce soit d'autre. Les moyens de surmonter la culpabilité. Si vous deviez nommer le fardeau le plus silencieux que porte l'être humain tout au long de sa vie, la culpabilité serait sans doute en tête de liste. Elle s'installe sans prévenir, s'invite à votre table, s'allonge dans votre lit et vole la légèreté de vos plus beaux moments. Ce qui la rend particulièrement redoutable, c'est qu'elle se déguise volontiers en vertu morale. Vous croyez vous punir parce que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un qui tient à ses valeurs. Mais Burns révèle dans ce chapitre une vérité dérangeante. Une grande partie de la culpabilité que nous portons n'est pas de la conscience morale. C'est une prison que nous construisons nous-mêmes, brique après brique. Burns commence par établir une distinction fondamentale que peu d'entre nous font spontanément. La différence entre la culpabilité saine et la culpabilité destructrice. La culpabilité saine est cette sensation naturelle qui émerge lorsque nos actes contredisent nos valeurs profondes. Elle nous pousse à reconnaître notre erreur, à réparer ce qui peut l'être, puis à avancer. La culpabilité destructrice, elle, franchit la frontière de la réparation pour devenir une autopunition sans fin, disproportionnée et stérile, qui vous condamne à revivre indéfiniment une faute que vous avez pourtant déjà payée. Le mécanisme que Burns identifie derrière la culpabilité chronique est une distorsion cognitive familière, mais particulièrement cruelle. La généralisation excessive. Une erreur ponctuelle devient la preuve irréfutable d'un défaut permanent de caractère. Vous avez oublié un rendez-vous et vous concluez que vous êtes fondamentalement égoïste. Vous avez blessé quelqu'un sans le vouloir et vous décidez que vous êtes une mauvaise personne dans l'âme. Ce glissement entre juger un acte et condamner une identité entière est au cœur de la souffrance inutile que génère la culpabilité toxique. Burns aborde également un phénomène qu'il nomme la culpabilité empruntée. Cette tendance à endosser la responsabilité d'événements qui dépassent largement votre contrôle. Se sentir coupable du malheur d'un proche, porter le poids des souffrances du monde, s'accuser de situations dans lesquelles votre rôle était minime ou inexistant. Cette forme de culpabilité ne repose sur aucune réalité morale solide. Elle est le reflet d'une pensée distordue qui vous place abusivement au centre de tout ce qui va mal autour de vous.
La leçon la plus libératrice de ce chapitre est universelle. Vous avez le droit de faire des erreurs, de les reconnaître, d'en tirer les leçons nécessaires, puis de vous relever sans vous infliger une peine perpétuelle. Accorder à vous-même la même compassion que vous offrez naturellement à ceux que vous aimez n'est pas de l'indulgence, c'est de la justice. L'addiction à l'approbation et l'addiction à l'amour. Il existe une forme de dépendance qui ne laisse aucune trace visible sur le corps, qui ne figure dans aucun manuel de toxicologie, et pourtant elle est l'une des plus répandues et des plus dévastatrices de notre époque. C'est la dépendance au regard des autres. Ce besoin constant d'être approuvé, aimé, validé, au point que ce besoin devient la boussole invisible qui oriente chaque décision, chaque parole, chaque silence. Et Burns consacre ce chapitre à démonter avec précision les mécanismes de cette prison dorée. Burns distingue deux formes proches mais distinctes de cette dépendance. L'addiction à l'approbation est ce besoin permanent que les autres vous acceptent et soient satisfaits de vous. L'addiction à l'amour est la conviction profonde que vous ne pouvez pas être heureux ni entier sans qu'une personne précise vous aime et reste à vos côtés. Ces deux dépendances partagent la même racine. Placez votre valeur intérieure dans quelque chose d'extérieur à vous, donc hors de votre contrôle. Ce que Burns souligne avec une acuité particulière, c'est que cette dépendance ne ressemble pas à une maladie au premier regard, elle ressemble à une qualité. La personne qui cherche constamment à plaire est perçue comme généreuse et attentionnée. Celle qui s'attache profondément à son partenaire est vue comme loyale et romantique. Mais sous cette façade admirable se cache une peur viscérale, la peur du rejet, la peur de la solitude, la peur de ne pas être suffisant tel que vous êtes. Le prix payé par celui qui dépend de l'approbation est considérable. Il passe sa vie à se remodeler selon les attentes des autres, à dire oui quand il veut dire non, à taire ses opinions pour éviter les conflits, à sacrifier ses propres rêves pour ne déranger personne. Il finit par devenir un étranger à lui-même, connaissant parfaitement les désirs de tout le monde sauf les siens. L'outil que propose Burns pour sortir de cette dépendance repose sur ce qu'il appelle l'autonomie intérieure. Cette capacité à aller bien même quand personne n'applaudit, à porter sa propre valeur en soi plutôt que de la confier aux mains des autres. Il suggère des exercices concrets, notamment celui d'agir parfois délibérément à l'encontre des attentes extérieures et d'observer ce qui se passe réellement. La catastrophe redoutée survient rarement et cette découverte devient elle-même une libération. Le vrai amour et les relations authentiques ne se construisent pas sur la peur de perdre, mais sur la liberté de choisir. Et cette liberté commence toujours par la capacité d'être bien avec soi-même avant d'être bien avec quelqu'un d'autre. Vaincre le désespoir et les pensées suicidaires. Ce chapitre est le plus difficile du livre, et sans doute le plus important. Burns l'aborde sans détour ni artifice rhétorique, parce que le sujet exige une honnêteté totale. Le désespoir et les pensées suicidaires ne sont pas des abstractions théoriques. Ce sont des réalités vécues en silence par des millions de personnes derrière des sourires de façade et des portes fermées. Et elles méritent d'être traitées avec la gravité, la science et la compassion qu'elles réclament. La pierre angulaire de ce chapitre est une idée à la fois simple et révolutionnaire. Le désespoir n'est pas une vérité objective sur l'avenir. C'est une distorsion cognitive parmi les plus dangereuses que produit la dépression. Quand quelqu'un dit intérieurement « rien ne changera jamais », il ne décrit pas la réalité de demain. Il projette sur l'avenir la douleur d'aujourd'hui et confond une sensation présente avec une certitude éternelle. Le désespoir est un mensonge que la dépression raconte avec une conviction absolue. Burns analyse les pensées suicidaires avec la même rigueur intellectuelle qu'il applique à toutes les distorsions cognitives. La personne qui les traverse est souvent piégée simultanément dans trois illusions. La certitude qu'il n'existe aucune issue, la conviction que sa souffrance contamine chaque aspect de sa vie sans exception, et la croyance que son absence serait un soulagement pour ceux qu'elle aime. Ces trois illusions, superposées, créent un tunnel d'une obscurité totale qui semble ne mener nulle part. Face à ce tunnel, Burns ne demande pas à la personne d'en sortir immédiatement. Il commence par allumer une lumière à l'intérieur, en posant des questions simples mais décisives. Est-il vraiment vrai qu'il n'existe aucune issue ?
Avez-vous réellement épuisé toutes les possibilités? La douleur que vous ressentez aujourd'hui signifie-t-elle nécessairement que demain sera identique? Burns rappelle avec force que les pensées suicidaires ne sont ni un signe de folie, ni un aveu de faiblesse. Elles sont le cri d'un esprit épuisé qui cherche désespérément une sortie à une souffrance devenue insupportable. Et la différence entre ceux qui survivent et ceux qui ne survivent pas tient souvent à une seule chose, la présence d'une personne qui voit cette douleur sans détourner les yeux. La guérison est possible. Ce n'est pas une promesse creuse, mais une réalité documentée par des milliers de cas. L'obscurité que vous traversez n'est pas la fin de votre histoire. C'est un chapitre, aussi douloureux soit-il, qui peut être suivi d'un autre. Nous voici arrivés ensemble au terme de ce voyage extraordinaire à travers l'une des œuvres les plus transformatrices de la psychologie moderne. Ce livre n'était pas une simple lecture, c'était une invitation à regarder différemment ce qui se passe à l'intérieur de vous, avec honnêteté, avec douceur et surtout avec l'espoir solide que les choses peuvent changer. Au fil de ces chapitres, nous avons découvert que la dépression n'est pas une fatalité gravée dans le marbre de votre destin. Nous avons compris que vos émotions suivent vos pensées et que ces pensées peuvent être questionnées, transformées, apprivoisées. Nous avons appris à diagnostiquer notre humeur avec lucidité, à construire une estime de soi qui ne dépend pas des applaudissements du monde, à vaincre la procrastination par de petits pas courageux, à répondre aux critiques avec élégance et intelligence, à gérer la colère sans en être le prisonnier, à nous libérer d'une culpabilité qui nous écrasait sans nous réparer, à cesser de mendier l'approbation des autres et à tenir bon face au désespoir le plus profond. Mais savoir ne suffit pas. Ce qui fait la différence entre celui qui se transforme et celui qui referme simplement le livre, c'est la décision de pratiquer. Chaque outil que Burns vous a offert dans ces pages demande de la répétition, de la patience et surtout de la bienveillance envers vous-même dans les moments de doute. Si cette vidéo a allumé quelque chose en vous, si un seul mot a résonné dans un endroit que vous n'osiez pas regarder, alors laissez un commentaire et dites-nous lequel. Vos mots pourraient être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour continuer à avancer. Rejoignez la famille Bibliovoix dès aujourd'hui parce que vous méritez chaque semaine un livre qui vous rappelle que vous êtes capable de bien plus que ce que vous croyez. Et nous sommes là pour vous le prouver, un résumé à la fois.